Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, un projet d'assassinat contre le président déjoué à Madagascar. 6 personnes arrêtées, dont 2 Français, annonce de la justice et du gouvernement malgache. Explication à suivre dans ce journal. Nous parlerons aussi de ce scandale qui fait les gros titres au Cameroun, une histoire de sextape qui implique un célèbre journaliste et une jeune femme de 24 ans. Les détails avec notre correspondant sur place. Et puis à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, quelles sont les chances de médailles africaines après le record de 45 trophées à Rio en 2016 ? Quels sont les sports où peuvent se distinguer? À vos pronostics. Et pour nous aider, nous recevons un expert, consultant international, Silver Henry Cissé. Madagascar affirme avoir déjoué une tentative d'assassinat du président Andry Rajoelina. Plusieurs ressortissants étrangers et malgaches ont été arrêtés, parmi lesquels 2 Français. Les détails avec Dalila Gomri et Axel Simon. La justice malgache évoque un véritable plan d'élimination de plusieurs personnalités de haut rang, dont le président Andry Rajoelina. 6 personnes ont été interpellées, dont 2 anciens officiers français à la retraite. Interviewé sur France 24, l'un des plus proches conseillers du président malgache évoque les preuves matérielles dont dispose à ce stade la justice de son pays. Il y a eu des aveux qui ont été faits de leur part. D'autre part, des perquisitions ont été menées et elles ont montré un certain nombre de documents, y compris des échanges de mails avec d'éventuels financiers. Et là, je veux parler de compagnies pétrolières agissant à Madagascar qui ont été sollicitées. Et là, nous avons les preuves matérielles avec des documents, des échanges d'emails. Ce projet d'assassinat intervient dans un contexte particulièrement tendu. Andry Rajoelina, réélu à la tête du pays fin 2018 pour la 2e fois, se présentait comme l'homme du changement. Or, 2 ans plus tard, malgré un contrôle de l'ensemble des leviers politiques depuis les élections sénatoriales, le chef de l'État est sous le feu des critiques, pour ne pas avoir pris à bras-le-corps la corruption qui gangrène le pays. À cela s'ajoute une situation économique qui fait de Madagascar l'un des pays les plus pauvres de la planète. Une situation aggravée par la pandémie de Covid-19. À ce jour, 1 400 000 personnes vivent dans une extrême pauvreté. Le sud de l'île est, lui, gravement touché par la famine. Autre problème, Amnesty International et Reporters sans frontières ne cessent d'alerter sur les entraves à la liberté de la presse. Plusieurs journalistes ont été arrêtés et leurs médias mis en demeure. Autant d'éléments qui ternissent le mandat du président de la République et donnent des arguments à ses adversaires. Des dizaines de milliers d'Éthiopiens ont manifesté ce jeudi à Addis Abeba contre le TPLF et en soutien au gouvernement, car les combats continuent. Au moins une vingtaine de civils ont été tués et des dizaines de milliers déplacés dans la région d'Afar, limitrophe du Tigré. Ces violences témoignent d'un risque d'expansion de la guerre du Tigré, qui a fait déjà des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés en 8 mois, selon les Nations Unies. 337 morts, c'est le nouveau bilan des violences en Afrique du Sud. 79 à Johannesburg et 258 dans la province du KwaZulu-Natal. Une grande partie de cette hausse serait due au décès des blessés. Des corps ont aussi été retrouvés au hasard des rues à Durban. Notre correspondante Caroline Dumais nous explique cette hausse du bilan. C'est la question qu'on se pose tous ici parce que les violences sont quand même terminées depuis plusieurs jours. Donc le bilan ne cesse d'augmenter alors que l'Afrique du Sud est calme. Alors la ministre a expliqué que ceux qui étaient blessés ont succombé à leurs blessures. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce chiffre augmente. Elle a aussi expliqué qu'on a trouvé des corps non identifiés qui sont progressivement identifiés et donc qui s'ajoutent au bilan. Des corps sous les décombres ou des corps dans les quartiers où il y a eu beaucoup d'affrontements comme Phoenix à Durban. Mais je crois que vous avez soulevé un autre problème, c'est celui des meurtres. C'est très, très étrange parce que sur les 337 victimes, on a en fait 213 meurtres. Alors c'est quoi ces meurtres exactement? Est-ce que ce sont des affrontements avec les compagnies de sécurité? Est-ce que ce sont des meurtres entre pilleurs, des gens qui se sont battus pour piller? Est-ce que ce sont des meurtres entre gangs? C'est vraiment le bilan qui vient de nous être donné par les autorités sud-africaines pose vraiment beaucoup de questions.
Venons-en à cette affaire de sextape qui défraie la chronique au Cameroun. Elle implique un directeur de radio connu dans le pays et un de ses amis, tous les deux entendus au tribunal de Douala pour proxénétisme, publication obscène, propagation de fausses nouvelles, diffamation et cybercriminalité. Ils sont poursuivis par une jeune femme de 24 ans qui est apparue dans son intimité en juin dernier sur des images diffusées en ligne dans le bureau du journaliste. Le point avec notre correspondant Marcel Amoko. Dans un premier temps, le journaliste Martin Kamumi m'a soutenu que les faits se sont déroulés en son absence et qu'il ne connaissait pas les protagonistes dont les images et les vidéos ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Mais sous la pression populaire, il a ensuite présenté ses regrets pour une affaire malheureuse et demandé pardon à Malika et aux personnes heurtées par cette scabreuse affaire. S'il a enfin reconnu que les vidéos et les photos ont bien été prises dans son bureau, il n'a jamais avoué avoir participé aux ébats et à la publication des images qui, selon la défense, ont blessé et ruiné l'image de la jeune femme. C'est donc pour faire la lumière sur cette affaire qui a déclenché un véritable mouvement MeToo à la camerounaise qu'un collectif d'avocats s'est constitué en faveur de la jeune Malika dans le cadre de 2 procédures, l'une en flagrant délit et l'autre en citation directe. L'affaire a été renvoyée au 4 août pour le flagrant délit et au 24 août prochain pour la citation directe. En attendant, Martin Kamumi mais son ami Wilfried Teki, qui plaide non coupable, sont toujours en détention préventive à la prison centrale de New Bell à Douala. Allez, on passe au reste de l'actualité africaine en bref et en images. Les leaders du principal parti d'opposition en Tanzanie ont été arrêtés. Ils sont poursuivis pour terrorisme alors qu'ils appelaient à un rassemblement pour des réformes constitutionnelles dans une ville où toutes les manifestations sont interdites à cause du Covid. Ces arrestations rappellent les méthodes de l'ancien président John Magufuli décédé en mars et soulèvent des inquiétudes à l'international. La contre-attaque marocaine concernant le dossier Pegasus, du nom du logiciel espion dont se serait servi Rabat pour espionner les journalistes et autres opposants, le Royaume annonce attaquer en diffamation à Paris Forbidden Stories et Amnesty International à l'origine de ces révélations. Ce jeudi marque le 5e anniversaire de la disparition du journaliste burundais Jean Bigirimana. Il travaillait pour l'hebdomadaire indépendant Iwachu. Le journal a organisé une cérémonie en son honneur, une occasion pour le responsable de ce média de demander que toute la lumière soit faite sur ce crime. À la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, nous faisons un point sur les chances de médailles africaines avec un consultant international sport, membre du Conseil scientifique d'orientation, d'histoire, sport et citoyenneté de Paris 2024, que vous connaissez tous, Silver Henri Cissé. Merci d'être avec nous, Silver. Bonsoir Fatimata. Alors Silver, le record à battre, c'est Rio avec 45 médailles pour les équipes africaines. 45 médailles, on pense peut-être qu'on a atteint un plafond, parce que quand on regarde le nombre de médailles qu'a l'Afrique au XXIe siècle, depuis Sydney 2000, on est toujours dans la trentaine, quarantaine, 45 médailles, parce que ces médailles viennent en gros, bien sûr, de l'athlétisme, de l'Afrique de l'Est, des fondeurs, notamment des Kenyas, et aussi on a une petite pointe, on en parlera tout à l'heure, avec les taekwondistes qui ont apporté des médailles. Il faut savoir que les Jeux sont structurés par 2 sports. La première semaine, c'est l'athlétisme, et la deuxième semaine, c'est la natation, et c'est la première semaine où l'Afrique ferait son plein avec les fondeurs. On va notamment regarder ce que va faire Kipchoge, qui est le recordman du marathon et qui est le champion olympique en titre, qui va essayer de doubler. Et moi, j'ai un petit faible pour un pays, il s'agit de la Côte d'Ivoire, pour ses sprinteurs, pour notamment Marie-Josée Talou, qui avait échoué au pied du podium en 100 mètres, 200 mètres, et qui au championnat du monde en 2017 avait pris la médaille d'argent, et qui, je l'espère, cette fois-ci pourrait rapporter une médaille d'or, ce qui serait un événement pour la Côte d'Ivoire. Ah oui, absolument. Alors, on a parlé d'athlétisme, mais il y a aussi d'autres sports, carrément, où l'Afrique pourrait s'illustrer. Et il y en a un qui m'intéresse tout particulièrement. Il s'agit du taekwondo, comme je vous l'ai dit. En 2016 à Rio, ça a été la surprise, avec les médailles d'or de Ruth Babi et de Cheikh Cissé chez les Ivoiriens. Il faut dire qu'en fait, ces 2 médailles, elles ne viennent pas de nulle part. C'est un long travail qui a été fait au sein de la fédération ivoirienne de taekwondo. Et c'est un travail à plusieurs niveaux, qui part de la fédération internationale, qui
dès le départ, il y a 10 à 15 ans, a décidé en fait d'étendre son sport à travers le monde en dotant certains pays et certains continents qui n'avaient pas les moyens de matériel pour qu'ils puissent progresser. Ça a été aussi la Confédération africaine qui a donné les moyens en permettant aux entraîneurs de se professionnaliser. Et c'est la Fédération ivoirienne, en l'occurrence pour nos deux champions olympiques, qui leur ont permis, en leur donnant les moyens, en faisant des stages à l'étranger, en mettant tout à leur disposition de pouvoir atteindre ce niveau. Il faut voir aussi qu'au Niger, avec Alphaga, ça a été la même chose. Non pas au Niger, mais lui s'est exilé à la frontière de l'Allemagne et l'Autriche. Pendant des mois, c'est là où il s'est perfectionné pour atteindre la médaille d'argent avec le Niger. Donc ce sport pourrait apporter de nombreuses médailles à l'Afrique et on compte sur nos 3 sportifs pour atteindre le sommet. Ah oui. Et alors, Silver, ces Jeux de Tokyo vont être vraiment différents des autres Jeux à cause évidemment de la crise sanitaire. Est-ce qu'on sait l'impact justement du Covid sur les équipes africaines? Alors cet impact, c'est pour tous les pays, c'est pour tous les sportifs. Mais il y a un problème avec l'Afrique. Ce sont les fédérations les moins dotées, ce sont les fédérations les moins chères. Et la Covid nous a poussé, en tout cas poussé les fédérations à dépenser de l'argent sur des choses toutes bêtes, c'est-à-dire acheter des masques, acheter du gel. Les restrictions sanitaires ont demandé, ont contraint les fédérations à dépenser de l'argent. Donc ça défavorise les fédérations les moins chères. On a appris par exemple aujourd'hui que la Guinée ne se rendrait pas à Tokyo. Mais que finalement elle va se rendre. Elle a dit, finalement elle va se rendre parce que finalement elle a dû peut-être trouver les moyens de pouvoir déplacer les 5-6 sportifs qui vont représenter la Guinée. Mais il est clair que pour un comité olympique comme la Guinée ou des pays de cette dimension, la Covid aggrave les budgets, aggrave lourdement les budgets. Bien sûr. Merci Silver Anguissi d'être venu sur ce JT de France 24. Et alors on reste sur les JO pour vous parler d'une équipe particulière, celle des réfugiés, car depuis 2016, ils participent aussi aux Jeux. Regardez, ils sont motivés et ils s'entraînent au Kenya. Nicolas Germain nous en dit plus. C'est en 2015, lorsque la crise des réfugiés a pris de l'ampleur, que le comité olympique a décidé de créer une équipe spécifiquement pour eux. L'équipe des réfugiés a participé aux JO de 2016 et elle sera aux Jeux de Tokyo le 23 juillet. Parmi les athlètes qui s'entraînent ici au Kenya, beaucoup comme Rose Lekonienne ont fui la violence au Soudan du Sud. I'm hoping to improve on my time and also to wish all the best to my colleagues. At least we can do something at Tokyo 2020. L'an dernier, les restrictions imposées en raison du coronavirus ont limité leurs entraînements. You prepare since 2019, so we are in a good shape. So now 2020, the corona is coming, so the shape is low down, and so at least this year when we open the camp, so at least a bit so we catch up and our training is going on well. Leur mentor est l'ancienne recordwoman du marathon, la Kenyane Tegla Lorupé. For the 29 athletes that I'm going to lead, I think we will not miss a medal. We have also Popole for the judo from Brazil. We have this lady from Iran who already have a medal in taekwondo. So I think there are possibilities. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés estime à 80 millions le nombre de personnes dans le monde qui ont fui les conflits et la persécution. Elle encourage les amateurs de sport à soutenir avec ferveur l'équipe des réfugiés lors des JO de Tokyo. C'est ainsi qu'on referme ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, en particulier ceux de Douala à Tokyo en passant par Gisenyi. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Glencore exploite le cuivre et le cobalt en RDC et contribue au développement de cette dernière. L'essor des activités de Glencore en RDC nécessite une énergie électrique suffisante. Cependant, les déficits constatés sur les réseaux de la Société nationale d'électricité au cours des années 2007 ne permettaient pas à Glencore de pouvoir atteindre son plan de développement. C'est dans cet ordre d'idées-là que KCC et Moumi, qui sont deux sociétés du groupe Glencore, ont conclu un partenariat public-privé avec la SNEL, dont l'objectif était de pouvoir disponibiliser 450 MW, dont 50 MW pour la desserte de la population. Le projet FRIPT s'inscrit dans la synergie internationale de développement de la RDC à côté de projets de la Banque mondiale. Nous avons réhabilité et modernisé 2 groupes de la centrale hydroélectrique des Inga 2, donc disponibiliser 356 MW avec 0 émission de carbone.
Nous avons réhabilité et modernisé le groupe 3 de la centrale hydroélectrique des îlots, disponibilisé 25 MW avec 0% d'émissions de carbone. Nous avons fiabilisé la ligne très haute tension courant continu Inga-Kolwezi. Nous avons doublé la capacité de cette ligne de 500 à 1000 MW. Glencore est donc fier de participer au développement de la RDC et de l'Afrique.